Bonsoir, bienvenue sur France 3 Centre Val-de-Loire pour ce grand débat de l'entre-deux tours. Dimanche, vous serez de nouveau appelés aux urnes pour décider de l'avenir de notre région, pour élire celles et ceux qui vous représenteront ces 6 prochaines années. Pour ce second tour, il s'agira d'une quadrangulaire. 4 candidats se maintiennent, ils sont tous présents sur ce plateau, ils vont débattre durant 1 heure. Et au terme de cette émission spéciale, ils auront 1 minute pour vous convaincre. Nous sommes en direct, vous pouvez donc réagir, commenter sur les réseaux sociaux via le hashtag régional au pluriel CVDL. Et pour tout savoir de l'actualité liée à ces élections, rendez-vous sur notre site internet. Il vous suffit pour cela de flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran. Bonsoir Franck. Bonsoir Rebecca, bonsoir. Alors comme d'habitude, on a procédé à un tirage au sort pour déterminer la place des candidats, des 4 candidats sur ce plateau. Et le premier nom qui est sorti du chapeau, c'est celui de Nicolas Forissier, candidat pour les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. En deuxième, François Bonneau, président du Conseil régional sortant, candidat du Parti socialiste, allié notamment aux communistes, à Europe Écologie Les Verts, à la France Insoumise pour ce second tour. Bonsoir. Bonsoir. Troisième personnage politique, il s'agit de Marc Fesneau, MoDem, et soutenu par La République En Marche. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Merci. Alexander Nikolic face à vous, conseiller municipal de Saint-Rémy-sur-Avre en Eure-et-Loire, candidat du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous propose, si vous le voulez bien, Rebecca, qu'on jette à nouveau un œil sur les résultats pour se rafraîchir la mémoire. Les résultats du premier tour. Regardez, vous allez voir, vous allez découvrir sur votre écran, ils vont apparaître dans un instant. Alors, au premier tour, eh bien, au soir du premier tour, il a déjoué les pronostics. C'est François Bonneau qui a viré en tête avec 24,8% des voix. Juste derrière, Alexander Nikolic pour le Rassemblement national avec 22,2%. Viennent ensuite Nicolas Forissier avec 18,8% et Marc Fesneau avec 16,6%. Je vous laisserai ensuite découvrir les autres scores. Et puis, il y a eu quand même un coup de tonnerre dans cette soirée, dans ce premier tour. C'est, Rebecca, l'abstention, avec un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. 67,3%, c'est absolument un record. Et on y reviendra au cours de ce débat. Alors pour le second tour, seul vous, François Bonneau, avez réussi à fusionner. Fusion avec l'écologiste Charles Fournier, allié à la France Insoumise et à d'autres formations de gauche. De plus, Démocratie Écologie vous a retiré son soutien. Mais Démocratie Écologique a appelé à voter pour vous. Lutte ouvrière, en revanche, n'a formulé aucune consigne de vote. De votre côté, Nicolas Forissier, Marc Fesneau, aucune entente n'a pu être trouvée pour un rassemblement de la droite et du centre. Alors ma première question s'adresse à vous deux, sachant que vous étiez alliés dès le premier tour en 2015. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Gagner la région Centre-Val-de-Loire ou vous enfermer dans des querelles partisanes? Écoutez, évidemment, gagner la région Centre-Val-de-Loire, mais écoutez, il y a une dynamique qui a été totalement différente de ce qu'on nous annonçait. La dynamique, elle est pour moi. Je suis arrivé clairement en tête. On nous avait expliqué pendant des mois, pratiquement, que ce serait évidemment l'inverse. On m'a posé 15 000 fois la question, est-ce que vous allez faire la fusion? J'ai toujours répondu que je n'étais pas dans une logique de fusion. Eh bien, je tiens ma parole. Ces engagements dans la vie politique, il faut les tenir. C'est une question de clarté, d'intégrité. On a eu une discussion très courtoise avec Marc Fesneau le lundi. Je lui ai dit que ma proposition, mon analyse faisait qu'il fallait sans doute qu'il se retire si nous voulions arriver à un rassemblement maximum. Il n'a pas souhaité le faire et j'observe que toutes les listes En Marche dans les différentes régions d'ailleurs se maintiennent. Je respecte ce choix, mais je veux dire une chose, on ne permettra pas à nos concitoyens de revenir aux urnes si on n'a pas un langage de clarté. Moi, je veux tenir mes engagements et je pense que la liste que je conduis, c'est la plus capable de rassembler la droite, les centres et au fond, toutes celles et ceux qui ont envie de faire en sorte précisément que nous gagnions la région pour la faire repartir, pour qu'elle retrouve la pole position, pour qu'elle retrouve les premières places des classements et qu'elle permette, au fond, à la fois en revenant sur le terrain et en même temps, avec un nouveau dynamisme, de répondre aux attentes de nos concitoyens. Marc Fesneau, justement, est-ce qu'en vous maintenant pour ce deuxième tour, vous ne condamnez pas la droite et le centre à la défaite, finalement? Moi, j'ai fait une proposition de rassemblement qui était très claire au soir du premier tour.
qui était la capacité à faire en sorte que, si elle était très claire, Monsieur Forissier, je sais que depuis 5 jours, vous essayez de vous justifier, et que moi, je n'ai pas envie de passer ma soirée à parler de cette affaire-là, puisque les choses sont derrière nous, et que désormais, il y a 4 listes, et que ce qui nous intéresse, et surtout ce qui intéresse aux téléspectateurs, c'est le fond. Mais ce que je peux regretter, moi, ma priorité, c'était de proposer une alternance à la région Centre-Val de Loire. Et cette priorité, je la maintiens. Vous avez parlé du taux d'abstention qui est très élevé, on en reparlera peut-être dans la suite des débats. Et c'est dans le vote du premier tour et dans les abstentionnistes qu'il faut chercher les voix désormais de l'alternance. Je regrette que cette alliance et ce rassemblement n'aient pas pu se faire. Pour se rassembler, il faut être deux. Et la volonté de rassemblement, elle est nécessaire, me semble-t-il, dans un pays qui a besoin de dépassement. C'est ce que j'ai proposé. Je respecte le choix de Nicolas Forissier, telle n'est pas la question. Il n'y avait pas la volonté. Mais moi, je respecte aussi le choix des électeurs. J'aurais été en 3e position, j'aurais proposé à Nicolas Forissier la même chose, par respect pour ces électeurs. Et moi, je respecte les électeurs qui sont portés sur mes suffrages au premier tour. Ils ont besoin d'être représentés dans ce 2e tour. Et puis, je pense à tous les abstentionnistes qui peuvent trouver, dans la candidature que je porte, la capacité à offrir une alternance. Vous êtes brouillés, là, tous les deux? Non, mais moi, je Brouillé, pense... c'est la vie politique. Je pense qu'il faut de la clarté. Encore une fois, la fusion, c'est la confusion. Et Ça, si on a que des autant candidats- d'abstention... C'est pour ça que les candidats DLR appellent à voter pour le Parti Socialiste dans le Loir-et-Cher. Mais Bon, écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez, mais moi, ce que je sais, vous renseignerez. c'est qu'il faut de la clarté, et j'entends respecter les engagements que j'ai pris. La fusion, c'est la confusion. Les petits arrangements du lundi matin, nos concitoyens ne supportent plus. On sait justement que Bono va Christian recevoir Jacob a quelque été chose, interpellé d'ailleurs. par de nombreux militants qui ne souhaitaient pas ces alliances dites contre nature. Mais je pense que ma candidature, avec cette attitude de clarté, est la seule qui permet de rassembler vraiment dans les urnes la droite et les centres. Et encore une fois, toutes celles et ceux qui, quelle que soit leur sensibilité, quel que soit leur choix de premier tour, ont envie qu'il y ait une alternance après 23 ans de gouvernance par les socialistes et les Verts. Et donc c'est un problème de dynamique. J'ai la dynamique. Les résultats du premier tour l'ont bien montré. Mais à deux, Donc, vous auriez à été partir de plus là, fort. il faut tirer les conséquences. Marc Fesneau a eu une défaite. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie politique. Il a fait un autre choix que celui que je pensais être le meilleur pour rassembler. Voilà, les choses sont... Moi, j'avais... 3 heures. Non, excusez-moi, je réponds quand même 2 je veux secondes. bien refaire le Vous film, permettrez, mais- monsieur mais- Forissier, quand il s'agit du centre, que je puisse en parler. Moi, je n'ai pas changé de famille politique, j'ai toujours été dans cet ben moi espace, non ne plus. prétendez pas rassembler les Moi centres. non plus. Vous êtes de droite, tant qu'à assumer, assumez-le totalement. Mais je Et l'assume après tout, vous totalement. avez le droit, et c'est pour respect pour vos électeurs Mais je qu'il vous faut être rappelle- clair. je Il me vous semble que rappelle- c'est ça qui est important. Je vous Et rappelle désormais, que je pense qu'il faut représente- parler du projet, je c'est ça qui est le représente plus important. aussi sur C'est ça mes qui est le listes plus important. le centre, l'UDI, et je vous Oui, rappelle que j'étais permettrait moi-même de UDF pouvoir à parler du l'origine. centre si ça ne vous gêne Donc, pas. Là, on est un peu dans la politique On a politique. bien compris Ce de qui toute façon m'intéresse, que moi, vous n'êtes c'est de gagner pas cette d'accord région. sur Non, ce sujet. on n'a pas la même analyse, mais maintenant, il faut trancher, il faut se rassembler, et la seule électeurs. possibilité Monsieur Nikolic, d'avoir une alternance, c'est celle de mes listes. on ne peut pas dire que vous ayez une réserve de voix, vous, de votre côté. Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de dire que vous pouvez l'emporter durant ce 2e tour? Et si vous estimez avoir une réserve de voix, où se situe-t-elle? Chez les abstentionnistes? Bien sûr, enfin, vous avez suivi justement tous les sondages liés à l'abstention. Vous avez vu que plus de 70% des électeurs du Rassemblement national ne sont pas venus voter dimanche dernier. Il y a eu un petit sondage Et pourquoi ça s'améliore hier, au second justement, tour un sondage IFOP dans une région qui montrait qu'il y avait beaucoup plus d'électeurs du Rassemblement national qui voulaient se mobiliser pour ce second tour, parce que beaucoup n'étaient même pas au courant qu'il y avait une élection. Malheureusement, vous savez qu'il y a eu des problèmes de diffusion des documents officiels, les professions de foi, les bulletins de vote. J'espère pour notre démocratie que c'était uniquement ponctuel et dû à ces dysfonctionnements. J'ai peur, malheureusement, au regard des échecs des partis de type Parti socialiste ou des républicains dans les collectivités, aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, les électeurs ne voient plus vraiment ce que ces collectivités peuvent apporter. J'espère qu'ils nous feront confiance dimanche prochain, qu'ils se mobiliseront pour qu'on puisse leur montrer qu'on peut influencer les choses concrètement comme on le fait dans les communes qu'on dirige. Monsieur Forissier disait mon objectif c'est de gagner. Moi c'est de trouver des solutions contre l'insécurité, de trouver des solutions par rapport à la santé, de trouver des solutions, donc la santé de proximité, de l'emploi. Et c'est sur quoi on a travaillé avec un programme de 60 pages avec des spécialistes dans chaque thématique. Et c'est ce qu'on pourra montrer aux électeurs s'ils nous accordent leur confiance dimanche prochain, quel qu'a été leur vote au premier tour, parce qu'aujourd'hui, on représente la seule possibilité d'empêcher une victoire d'une gauche qui s'est radicalisée au regard de ses alliances. Mais je pense que vous allez en parler. Justement, on arrive... Avec le PCF, ELV, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Nous arrivons justement à François Bonneau, donc une alliance, notamment avec Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'ils ont négocié avec vous? Parce que vous avez besoin d'eux pour gagner. Donc en retour, le retour d'ascenseur, c'est quoi?
Je conduis une majorité qui est une majorité avec les forces de gauche, du centre-gauche et les écologistes depuis 2 mandats. Et j'avais indiqué très clairement que je souhaitais poursuivre cela. Et c'est ce que je fais. Moi, j'entends qu'on pourrait rassembler en restant seul. Je n'arrive pas à le faire. Quand on veut rassembler, il faut s'en donner les moyens. Il faut afficher une volonté. Là, ça va très loin parce que ça va jusqu'à la France insoumise. Il faut afficher une volonté. Au soir du premier tour, je suis la force politique, la liste qui peut faire rempart, je dis très clairement, à l'extrême droite. Et je veux faire rempart à l'extrême droite. Et je veux porter un projet qui soit à la hauteur des enjeux. Et les enjeux, ils sont économiques, ils sont sociaux, ils sont culturels, ils sont d'attractivité, ils sont aussi environnementaux. Et pour ça, j'avais annoncé que sur la base, en clarté, sur la base des résultats du premier tour, à partir du choix des électeurs, parce que ça aussi c'est démocratique, je m'adresse à eux. Merci de m'avoir mis dans cette position de première position. Merci de donner à la liste que je conduisais la capacité de poursuivre son travail. Sur la base des résultats, j'ai en effet ouvert en transparence. Et dans la liste que je conduis, il y a aujourd'hui en effet si vous gagnez, combien d'insoumis vont siéger au Conseil régional ? 2. Vous posez une question précise, je réponds 2. Il n'y a pas d'accord avec la France insoumise. Ce sont 2 candidats qui sont sur la liste de Charles Fournier et qui ont souhaité s'engager sur la liste que je conduis. Il n'y a aucun accord avec la France insoumise. Vous n'êtes pas tous, évidemment, comme dans ces différents mouvements, vous n'êtes pas tous d'accord sur les grands dossiers. Si vous êtes élu, ça risque d'être houleux parfois. Vous savez, être d'accord et considérer qu'à soi seul, même quand on est président de région, même quand on s'engage, je crois, comme je m'engage, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Considérer qu'on peut trouver la vérité dans le monde complexe, sans écouter les autres, sans prendre en compte la diversité des avis, y compris parfois les avis de l'opposition, parce que c'est intéressant, je crois que ce serait une erreur. Oui, nous avons besoin de penser le monde de demain avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, et pour ça, il faut rassembler une région qui réussit. Ce n'est pas une région divisée, c'est une région fédérée, avec des forces politiques, avec des acteurs économiques, avec des acteurs culturels. C'est comme ça que je préside cette région, et j'ai vraiment la volonté de Bono, poursuivre. vous n'avez pas, je vais répondre quand même, vous n'avez pas le monopole de la capacité d'écouter et de rassembler. Premièrement. Deuxièmement, vous dites... Je ne vous empêche pas de le faire. Vous dites que je veux gagner pour mettre en œuvre des solutions seul. Je ne suis pas seul. J'ai le soutien d'une multitude d'élus locaux, j'ai des listes, des militants, des électeurs. J'ai vu le et je serai le président de tout le monde, c'est évident. Simplement, vous faites au fond une alliance qui est une mésalliance au lendemain du premier tour avec l'extrême gauche. Et n'avancez pas masqué. Mais c'est pas l'extrême gauche. N'avancez pas masqué. J'ai vécu les dernières dites. années. Vous étiez sous le contrôle des Verts. Mais absolument pas. Vous avez vu les politiques que nous avons majorité. votées. Certaines, vous les avez Ils tiennent suivies votre même. majorité. Mais Vous pas le du savez tout. très bien. Mais Et demain, ce sera encore plus difficile. Vous avez parce des que vous élucubrations qui aurez vous empêchent de l'extrême faire gauche votre de propre la rassemblement France du insoumise. Et je vous centre dis, droit et de la droite. Je constate, y compris sur la base de ce qu'on a vécu depuis 5 ans. Vous vous isolez. Et donc vous aurez, vous isolez. vous inquiétez pas, je suis pas aussi isolé que ça, et vous aurez des surprises. Je vais juste répondre. Vous êtes en train de vous allier avec l'extrême gauche des Verts. ça le n'a Parti aucun sens. communiste et la Alexander Nikolic va réagir et ensuite on va parler de l'abstention. Ça vous arrange. Je vais répondre à monsieur. Ça vous arrange. Je vais juste répondre à monsieur Bono. S'il vous plaît, on ne vous entend plus. Alexander Nikolic va répondre et ensuite on passera à l'abstention, s'il vous plaît, monsieur Forissier. Je vais répondre à monsieur Bono sur l'extrême droite qui utilise ce terme sûrement par manque de culture générale ou par cynisme politique. Mais par cynisme politique, je rappelle ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est le racialisme. C'est exactement ceux qui aujourd'hui sont avec vous. Europe Écologie Les Verts, par exemple, qui à Tours soutient une manifestation raciste où il est indiqué que les Blancs doivent dégager. Je l'assume complètement ce que je dis. Et vous ne comprenez pas justement que c'est nous qui incarnons la République. Ce que la gauche a abandonné, et je l'incarne à titre personnel, en étant fils d'étranger, en m'étant assimilé à tout ce qui fait la France, le vrai modèle républicain que vous avez abandonné. Et le fait peu importe son origine, sa couleur et une identité non génétique. Votre histoire n'est pas celle-ci. Une identité non génétique. Si je peux parler, parce que je ne vous ai pas interrompu malgré vos insultes, monsieur Bono. Ce ne sont pas des insultes. Dire que vous êtes d'extrême droite, ce n'est pas une insulte. Bien sûr que c'est une insulte, mais parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous essayez d'exploiter ça et c'est honteux. Alors, et juste si je très rapidement, on va conclure avec ça, on va parler de l'abstention, s'il vous plaît, très rapidement. Les arguments supplémentaires quand il parle d'extrême gauche pour monsieur Bono. Je rappelle que même Manuel Valls a dit que c'était une faute morale aujourd'hui pour le Parti socialiste de s'allier avec la
la France insoumise. Madame Hidalgo, qui sera peut-être la représentante du parti que M. Bono incarne, dit que ELV a un problème avec la République. Alors, il y a de multiples démonstrations aujourd'hui d'une proximité avec des mouvements islamistes, d'ailleurs, entre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, alors que la République et justement l'opposition à ce qui est extrémiste, c'est de défendre la laïcité, l'assimilation, la souveraineté, tout ce qui fait la République. Mais je peux l'apprendre à M. Bono et je l'invite à relire la première constitution républicaine. Bon, écoutez, on a compris en tout cas vos points de vue sur ces différents jeux d'alliance pour le second tour. On va parler à présent d'un autre sujet très important. On l'a dit tout à l'heure, ce premier tour a été marqué par une abstention record. On va d'ailleurs revoir ce chiffre. Regardez, 67,3%, plus d'1 200 000 abstentionnistes en Centre-Val de Loire. C'est clairement du jamais vu. Alors en faisant ce constat de cette désaffection massive des citoyens, comptez-vous à un moment donné, vous, hommes politiques, vous remettre en question la manière dont vous pratiquez la politique aujourd'hui en 2021? Marc Fesneau. C'est vrai que le taux d'abstention est très élevé. Il est très élevé d'ailleurs dans toutes les régions de France. Je ne suis pas sûr que ce type d'échange d'ailleurs participe à lever l'abstention. Je pense qu'on a besoin d'avoir un débat politique qui soit un débat sur le fond et sur les compétences. On a un sujet sérieux qui est celui de la relance, par exemple. On a des sujets en termes de mobilité. On a un sujet global qui est celui de mieux identifier les compétences des régions. Et ça, ce n'est pas un grief que je fais particulièrement à François Bonneau. Je pense que les régions ont du mal à s'identifier dans le paysage. Et d'abord, quand vous ne savez pas pourquoi vous votez, vous avez du mal à voter. Puis la deuxième chose, je pense que les gens, en majorité, et les jeunes en particulier, ont de moins en moins le sentiment que l'action publique, l'action politique, l'action des institutions va leur changer la vie. Ils ont des formes d'engagement qui sont souvent différentes. Ils ont des formes d'engagement associatif. Je pense à tous ceux qui s'engagent pour la lutte contre le climat. Mais est-ce que les hommes politiques, les femmes politiques, en l'occurrence, vous êtes que des hommes aujourd'hui, doivent se remettre en question? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse entre ces formes d'engagement nouvelles et la traduction qui est l'action politique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des collectivités locales, dans nos mairies, dans nos conseils régionaux, dans nos conseils départementaux? Il faut qu'on arrive à trouver des formes d'engagement. Et puis, il faut être aussi au rendez-vous des promesses. C'est-à-dire que quand on fait des promesses, il faut qu'elles soient tenues devant les citoyens. Et on ne peut pas, quand on a des responsabilités, en permanence dire « c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas l'État, c'est les régions ». Je pense que l'action publique, en particulier dans la période de crise qu'on traverse, elle doit nécessiter de la responsabilité, plutôt des rassemblements pour dire on a des sujets tellement énormes devant nous que peut-être qu'on peut s'atteler à la tâche immense qui est devant nous. Et c'est ça dont les gens ont besoin. C'est pour retrouver de la confiance dans la vie publique et dans les politiques, il faut qu'on soit nous-mêmes en situation de dire voilà ce que je peux changer et voilà ce que je vais changer. C'est comme ça qu'on réconciliera les gens. Forissier, on est obligé de constater qu'il y a une majorité de jeunes gens, vous faisiez référence à cette génération, qui sont complètement déconnectés de la chose politique. N'y crois plus. Qui ne sont même pas au courant des dates des scrutins, par exemple. Moi, j'étais assez étonné cette semaine en constatant cela. Qu'est-ce que ça laisse augurer pour l'avenir ? Et avec des élections intermédiaires, parce qu'on s'aperçoit que les municipales passionnent encore, parce qu'on est proche de son maire, la présidentielle, ça fédère, mais les élections intermédiaires, plus personne ne s'y intéresse. Qu'est-ce que ça laisse augurer pour l'avenir ? Écoutez, si on ne trouve pas des réponses, et je rejoins ce qui était dit avant, notamment pour faire comprendre, et c'est un travail de pédagogie qui aurait dû être fait depuis de longues années, y compris par vous, Monsieur Bono, ce que la région, elle est extrêmement importante dans la vie quotidienne, et notamment, je pense aux jeunes, en matière de transport, de formation, d'entrée dans la vie professionnelle. Si on ne fait pas un effort considérable pour comprendre et donc pour rapprocher la région, ce que je veux faire, moi, au plus près du terrain, y compris avec des maisons de la région vraiment ouvertes et accessibles dans chaque capitale départementale, si on ne fait pas ce genre d'effort, on n'y arrivera pas. Donc il y a sa première réponse, on a un énorme travail à faire. Plus de proximité avec les habitants, c'est ça ? Deuxièmement, oui, c'est de la proximité qu'il faut. Et c'est, quand on parle de remise en cause, moi je pense qu'il faut que les hommes politiques, effectivement, reviennent sur le terrain, partent du terrain. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Politique, ça m'a pas trop mal réussi. Pas le seul d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse cet effort-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où on a, au fond, une espèce de milli-milo, de mélange général, où on a, au fond, aboli les repères que pouvaient être la gauche, la droite, les principes, de chacune des familles politiques et de sensibilité, eh bien, les gens ne comprennent plus. Ils ont l'impression que c'est du pareil au même. C'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement important, au fond, de tenir ses engagements, d'être intègre, d'être loyal. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une conviction profonde. C'est, à mon avis, comme cela que l'on fera
fera en sorte de ramener les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de moins jeunes qui n'ont pas voté aussi, dans les urnes et de les intéresser à la politique. Ils ont besoin de retrouver confiance. Mais pour ça, il faut être loyal, intègre et tenir sa parole. Est-ce que, d'après vous, Alexander Nikolic, l'abstentionnisme est devenu aujourd'hui une forme de contestation qu'elle n'était pas auparavant? J'ai bien peur que ce soit même inconsciemment juste un manque d'intérêt, en fait. Et pourquoi il y a ce manque d'intérêt? J'ai dit tout à l'heure que les collectivités ne donnaient pas assez envie par rapport à leurs actions et ne montraient pas assez à quoi elles servaient. Mais je pense que la politique, globalement, ne donne plus envie parce que, justement, elle n'évoque plus de grands sujets, de grandes ambitions collectives pour le pays et le territoire dans lequel on habite. Et c'est un vrai manque, cette vision de gestion à la petite semaine, de gestion des affaires courantes, qui peut être incarnée aujourd'hui par comment la région est gérée depuis 23 ans, je pense que ça ne donne pas envie aux gens, en fait, tout simplement. Et il faut se projeter beaucoup plus dans l'avenir. C'est pour ça que je tiens à mon projet. C'est le manque d'implication que vous... Je tiens à des projets vraiment d'avenir sur comment on va être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Notre rôle, ça doit être d'inventer l'avenir, mais en ayant des choses très concrètes que les gens remarquent que leur vie peut vraiment changer et évoluer si ils nous accordent leur confiance. Et encore une fois, c'est pas avec cette gestion courante assez obscure pour les lecteurs lambda. À ce stade, j'ai envie de vous poser une question. Comme en Belgique, est-ce qu'on doit rendre le vote obligatoire en France? Comme ça, on n'aura plus le problème d'abstention. Là. Tout d'abord, sur le fond du problème, qui est un problème vraiment central, c'est un affaiblissement de la démocratie, du fonctionnement républicain, si nous ne parvenons pas à donner aux jeunes, à l'ensemble de la population, la volonté, le désir d'aller voter. C'est absolument indispensable de rester là-dessus, d'avancer là-dessus. Juste un point, vous disiez, les jeunes totalement déconnectés de la chose politique, je ne le pense pas. Ils sont déconnectés du vote, mais ils ne sont pas déconnectés de la chose politique. Quand vous les voyez mobilisés sur les marches pour le climat, quand vous les regardez sur un certain nombre de sujets qui les intéressent, ils prennent position avec beaucoup de responsabilité. Moi, j'ai accompagné les jeunes de l'université, des universités de notre région sur les problèmes qui étaient ceux de la crise, comment s'alimenter, etc., etc. J'ai eu affaire à des jeunes, à des responsables, à des étudiants sacrément responsables. Donc, ils ne sont pas déconnectés de la chose politique, mais les modalités d'expression de cela leur conviennent de moins en moins, que ce soit le vote national, le vote pour la mairie, le vote pour la région, le vote pour le département. On l'a vu sur tout le territoire national. Et si on votait alors sur notre smartphone, on vote sur un smartphone, ça serait peut-être plus séduisant pour les jeunes. Il faut que la documentation pour les élections arrive chez les gens. C'est quand même c'est la première fois qu'on voit ce bazar. Deuxièmement, il faut faire évoluer les modalités du vote. Je crois qu'il faut simplifier, que le vote électronique est une première étape, qu'on s'interroge vraiment là-dessus et que nous avancions. Et puis, il faut peut-être avoir changé. Bon, on avait le dimanche qui était posé, etc. Il faut qu'on ait là-dessus un vaste débat à l'échelle du pays pour savoir si on doit mettre ça un jour qui n'est pas le dimanche, avec autorisation pour aller voter, à partir de son lieu de travail, etc. En tous les cas, moi je suis pour que nous nous rencontrions, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, pour poser ce problème. Il est complètement central. Justement, vous abordiez un aspect de la problématique, François Bonneau. Même si les électeurs ont massivement boudé les urnes, de nombreuses personnes, de nombreux citoyens et même des jeunes ont des choses à dire sur la politique menée dans nos territoires. On en parle ce soir avec Antoine Denéchère, journaliste, rédacteur en chef de France Bleu Orléans. Bonsoir Antoine. Tu entends le plateau ? Bonsoir. Vous venez de le dire, a été massive. Vous écoute. Oui, Rebecca. On vous écoute sur cette plateforme citoyenne organisée par France Bleu. Oui, tout à fait. L'abstention a été massive. Vous venez d'en parler avec les candidats en plateau. Ça ne veut pas dire pour autant que les Français se désintéressent de la politique et de la chose publique. On en aura la preuve, si on peut dire, avec la grande consultation citoyenne qui s'appelle Ma Solution, qui a été lancée en janvier par le site francebleu.fr en lien avec la plateforme numérique make.org. En fait, les citoyens peuvent faire des propositions pour améliorer la vie quotidienne. Ils peuvent relayer des initiatives locales et puis on peut aussi voter sur les propositions des uns et des autres. Depuis janvier, il y a plus de 121 000 personnes qui se sont connectées. Alors on sait, via les sondages Ipsos qui ont été réalisés pendant la campagne, en mai et en juin,
pour France Bleu et pour France 3 que les préoccupations numéro 1 des habitants en Centre-Val de Loire, ce sont la sécurité et la santé. Mais en fait, sur cette plateforme Ma Solution, on a beaucoup de propositions sur le thème de la consommation. Plus de 100 propositions concrètes pour favoriser les producteurs locaux et les commerces de proximité. On a Marie, par exemple, qui veut créer des épiceries collaboratives dans les villages pour soutenir les producteurs locaux, pour recréer du lien social. C'est plébiscité par les internautes. On pourrait d'ailleurs demander aux 4 candidats en plateau ce qu'ils peuvent faire s'ils sont élus à la région Centre-Val de Loire sur ces questions-là. On a aussi une thématique qui revient souvent, plus que des propositions, ce sont des revendications concernant le handicap, un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé pendant cette campagne électorale. Frédéric, par exemple, qui habite à Beaugency dans le Loiret, a laissé une suggestion sur la plateforme Ma Solution, sur le site francebleu.fr. Elle voudrait que tous les dispositifs en fait, soient adaptés aux personnes porteuses de handicap et que tous les lieux qui reçoivent du public, eh bien, dans ces lieux-là, les personnes soient formées à ces questions-là. Est-ce que, messieurs, si jamais vous êtes élus à la région Centre-Val de Loire, vous avez des propositions concrètes sur cette thématique-là? Enfin, il y a beaucoup de propositions sur la plateforme Ma Solution, sur francebleu.fr, pour favoriser les transports en commun et les mobilités douces. Donc globalement, quand c'est dit comme ça, tout le monde est pour, c'est assez consensuel. Mais quand on rentre dans le détail, il y a une proposition qui fait controverse, restreindre l'utilisation de la voiture individuelle. 42% des internautes sont pour, 28% sont contre, et puis tout le reste vote blanc. C'est intéressant quand on sait que les candidats, Nicolas Forissier et puis Alexandre Nikolic, veulent que la région soutienne les routes, lance un grand plan de développement routier, alors qu'on va dire que du côté de François Bonneau, voire de Marc Fesneau, on est plus pour le développement des trains du quotidien, les lignes ferroviaires régionales. Merci beaucoup Antoine. On va bien sûr revenir sur la question des transports avec Franck. Tout ce que l'on vient d'entendre en tout cas pose une question centrale pour nous qui vivons en Centre-Val de Loire. Il s'agit bien sûr de la question de l'attractivité dans le monde d'après-Covid. Comment permettre à notre région de rayonner? Comment lui permettre d'être une région bien équipée en termes de transport notamment? Comment lui permettre à ce Centre-Val de Loire tout simplement d'être une région où il fait bon vivre? Marc Fesneau, vous êtes en retard sur votre temps de parole. Je ne voudrais ne pas répondre à ce qui a été dit juste sur la question du handicap. Parce que je pense que cette question de l'inclusion des personnes handicapées, qui est une question centrale, c'est ceux qui sont le moins inclus dans la société. C'est une question qui nous préoccupe tous, je crois, qui nous intéresse tous. J'ai sur ma liste en Indre-et-Loire une personne, Sonia Pareux, qui est très sensible à ces questions. Elle est déléguée handicap dans le département d'Indre-et-Loire. Et je trouve qu'on a besoin d'avoir ce regard-là. Alors c'est vrai que ça n'est pas une compétence en propre de la région. Mais ça a été dit d'ailleurs par Antoine Dénéchère, je pense qu'il faut que sur toutes nos politiques, on se pose la question de celui qui est le plus fragile, celui qui a le plus de difficultés de mobilité, comment on fait en sorte qu'il puisse accéder au lycée, accéder au transport, accéder absolument. Et il me semble que là, nous avons une œuvre collective à faire parce que c'est le regard de l'autre qu'il faut avoir. Et on est encore très en retard. Et on est en retard de culture, si je peux dire. On est en retard d'action et de moyens. Dans cette région comme dans beaucoup d'autres, mais dans cette région, il me semble que sur les lycées et sur des tas de structures et d'établissements qui reçoivent du public, il faut qu'on avance et qu'on avance résolument parce que, comment dire, l'inclusion des personnes handicapées, c'est aussi le regard qu'on porte sur l'autre. Et c'est la capacité qu'on a à s'ouvrir à l'autre. Et donc je pense que l'inclusion des personnes handicapées, c'est l'inclusion au fond de tous ceux qui sont en marge de la société. Eux le sont plus que d'autres, mais c'est le regard qu'on porte sur la société. Je ne voulais pas ne pas dire ça. La deuxième chose sur la question de l'attractivité. Comment on fait? Au fond, c'est ça la question. D'abord, il y a une double attractivité. La première attractivité, c'est celle de garder les habitants qui sont dans notre région. La vérité dans cette région, c'est que les jeunes ont tendance plutôt à sortir de notre région pour se former, pour travailler, pour s'installer. On est une région qui n'arrive pas à garder ces jeunes. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un process en continu de suivi en leur disant vous êtes des enfants du pays, on a envie de vous garder dans le pays, quand bien même vous ayez faire des études à l'extérieur de la région. Parce que ça, on dit les voyages forment la jeunesse parfois. Mais il faut que les jeunes de la région, tous les jeunes dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains, les quartiers difficiles, il y ait une main qui soit tendue. Et c'est pour ça que nous proposons, par exemple, quelque chose de l'ordre d'un mentorat ou d'un tutorat qui permette à chaque jeune d'être accompagné. Ça, il faut qu'on se préoccupe de tous ceux qui sont dans cette région et qui doivent y rester parce que ce sont des enfants du pays. Et c'est ça la première logique. Je pense juste à un sujet là-dessus, d'ailleurs, au passage. 50% des jeunes qui sont formés à l'université de Tours en médecine quittent la région. Donc cette attractivité-là, elle a un intérêt aussi pour des questions de démographie médicale. Et vis-à-vis de l'extérieur, on a besoin de construire une image qui soit une image de ce qu'est cette région, de la fierté qu'elle doit avoir, de ce qu'elle est, de ses paysages, de son patrimoine, de son histoire, de son développement économique, de son innovation. Et pour ça, il faut que je trouve qu'on rassemble plus les acteurs entre eux et puis qu'on ait des filières d'excellence. Il y a la pharmaceutique, il y a la cosmétique, mais il me semble que l'aéronautique, le numérique,
il me semble que les questions d'habitat qui sont devant nous, les questions énergétiques, permettraient de porter cette excellence pour que cette fierté collective... Il y a la question agricole. Il faut qu'on soit fier de notre agriculture. À l'extérieur de notre région, on dit qu'on a la première puissance agricole en région Centre-Val de Loire, et on a le sentiment que les politiques de ce point de vue-là ne sont pas au rendez-vous. Il y a peut-être, M. Nikolic, un manque d'âme quelque part dans cette région, dans ce territoire. Ah si, il y a une âme. Prenez par exemple un Breton. Il porte très haut les couleurs de sa région, un Occitan également, un Corse également. On a l'impression que ce n'est pas tout à fait la même culture ici dans cette région Centre-Val de Loire qui peut paraître assez hétérogène entre par exemple un département comme celui de l'Indre-et-Loire et l'Est du Loiret. C'est assez différent. On a des gens qui sont tournés vers Paris, on en a d'autres qui sont tournés vers le Sud. Cette hétérogénéité peut-être casse cette âme. Exactement, mais parce que je pense que l'âme de la région Centre-Val-de-Loire, c'est d'être un peu le cœur de France, d'être un peu la France par son patrimoine, son histoire, ces paysages assez différents. Et surtout, je pense que les gens, oui, se ressentent plus français et n'ont pas une identité propre. Mais il ne faut pas en avoir honte de ça. C'est aussi, je parlais de République, c'est aussi ce qui fait la République, d'avoir voulu essayer qu'on fasse peuple tous ensemble. Et c'est, je pense, incarné en région Centre. Mais ensuite, il faut faire connaître cette région par d'autres moyens. Je pense que, évidemment, les châteaux de la Loire représentent le principal joyau, notre patrimoine, et c'est très important. On peut être fier de cette région. Il y a évidemment aussi le Berry, le Perche et beaucoup de choses à visiter, mais c'est pour ça que je tiens à défendre le petit patrimoine dans les villages, pour faire venir aussi des touristes visiter le petit patrimoine. Mais je pense que cette région, elle incarne aussi l'innovation. Je parlais tout à l'heure des châteaux de la Loire, donc de Léonard de Vinci. Je reviens sur ce qu'on projette avec ce centre, bien sûr, qui incarnera tout ça, à la fois la culture, l'art, l'histoire de notre région, pendant la période de Léonard de Vinci, ses inventions, donc pour montrer à quel point on a su créer, inventer, et qu'il ne faut pas avoir peur du progrès. Et puis, une autre partie sur, justement, l'habitat de demain, qui peut être écologique, le transport de demain, les objets connectés, comment on vivra demain, pour attirer à la fois des touristes, faire connaître notre région, qui sera une porte d'entrée sur notre territoire, et puis aussi des entreprises, parce que c'est ce qui manque pour rendre attractif notre territoire. Juste sur l'attractivité, c'est un cercle vertueux qu'il faut mettre en place. Si les médecins vont ailleurs, c'est justement parce que globalement, c'est pas assez attractif. Mais oui, il faut tout faire pour faire venir des médecins sur notre territoire. Il faut proposer ce qu'on fait, par exemple, avec des crèches, sur des subventions en partenariat avec des communes, pour faire revenir des familles, et puis avoir une vision pour le petit commerce. Tout à l'heure, M. Denécher parlait des commerçants. Ne mélangez pas tous les sujets, non, parce qu'on va les décliner. Parce que comme l'activité a été abordée, nous allons au fur et à mesure les décliner. Il y avait une chose assez intéressante sur cette plateforme très intelligente développée sur le numérique, développée par nos confrères de France Bleu. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que sur les réseaux sociaux et sur le site de France 3, vous aurez toute l'actualité, bien évidemment, de cette campagne. François Bonneau, beaucoup de questions ont été posées sur le commerce par les internautes et les productions locales. Si vous êtes de nouveau élu, quelle politique souhaitez-vous développer dans ce domaine ? Tout d'abord, puisqu'il s'agit de l'image de la région que je préside, je veux apporter à ce débat un certain nombre d'éléments qui sont, à mon avis, nécessaires. Notre région, sa spécificité, ce par quoi elle se construit pour les habitants, mais aussi pour le regard extérieur, pour l'attractivité en termes de tourisme et quoi. C'est ce lien très particulier de la culture et de la nature. Nous sommes la région des plus belles cathédrales. Nous sommes la région des plus belles cathédrales quand on parle de Chartres, quand on parle de Bourges. Nous sommes la région qui est celle de la Renaissance, avec des grands châteaux, des petits châteaux partout sur le territoire. Nous sommes une région de nature, pourquoi ? Bien parce que le fleuve qui structure et les rivières qui irriguent ce fleuve, la Loire, est suffisamment fort pour qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ce dialogue entre culture et nature, qui a été source de création, il est aujourd'hui source d'unité et source de fierté. Et il faut que nous renforcions cela. C'est important de dire que nous sommes cette région de culture et de nature. C'est important pourquoi ? Parce que
je crois franchement qu'on est en train, avec la crise, de tourner la page de la mondialisation. Nos concitoyens, et c'est heureux, ne se satisfont pas. Et là, justement, j'en reviens au commerce local, le développer. Ne se satisfont pas d'un monde dans lequel ils n'ont pas une relation à un territoire, une relation aux commerçants, une relation aux producteurs. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour développer ce commerce de proximité? Eh bien, là-dessus, il faut, je crois, faire en sorte que nous ayons une relation beaucoup plus forte, pas simplement le samedi sur le marché avec les producteurs locaux, et c'est déjà une belle chose, mais que nous puissions avoir des relations qui s'affermissent entre le commerce local et les producteurs locaux. C'est la région, c'est le jardin de la France. On est dans le jardin de la France. On a des élevages qui sont magnifiques. Il faut renforcer cela, le lien entre production et consommation. Et puis, il faut poursuivre ce que nous faisons, l'aménagement des bourgs. La région, elle est impliquée, je le dis, à plus de 60 millions chaque année, 80 millions cette année, pour aider les communes, les intercommunalités à moderniser leurs bourgs, à améliorer les commerces. Il faut absolument que nous tenions là-dessus. C'est vrai pour le commerce et c'est vrai pour l'artisanat. Nicolas Forissier. Écoutez, tout va bien, M. Bonneau vient de nous le dire. Moi, je pense que votre question montre qu'il y a beaucoup à faire et que tout ne va pas si bien que ça. Et notamment, le problème de l'attractivité de notre région qui est posé repose en particulier sur le fait que nous avons une politique de communication. Nous sommes dans un monde de communication. Et nous avons une politique de communication dans cette région qui est insuffisante. Je prends un exemple très concret. Vous avez voté régulièrement contre le budget communication, M. Forissier. Je ne vous ai pas interrompu, M. Bonneau. Et je partage d'ailleurs un certain nombre de choses que vous avez dites. Donc, restons courtois et sereins, si vous me le permettez. Mais je rappelais simplement que vous votiez contre le budget communication. Mais parce que je pense qu'il n'est pas bien utilisé. Je pense qu'il n'est pas bien utilisé. Je vais prendre un exemple faire connaître concret. notre région dans le métro à Paris, par exemple. Je suis un vieil habitué, si je puis dire, du salon de l'agriculture. D'accord ? Eh bien, le stand de la région Centre-Val-de-Loire, tous les producteurs, tout le monde agricole me le disent depuis des années, est totalement insuffisant par rapport aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambition de communication. Et on pourrait prendre des tas d'autres exemples. J'en parlais récemment avec une professionnelle du tourisme d'Orléans qui connaît très bien les salons professionnels et qui dit à chaque fois la région n'est pas mise en avant. Eh bien, sur le dernier salon, on a présenté la région du tourisme à vélo. Excusez-moi, M. Bonneau, vous l'êtes. Vous êtes faiblard dans cette politique, je pense. J'ai le droit de le penser, comme vous l'êtes d'ailleurs d'une façon générale en matière de développement économique, et on en reparlera peut-être. Donc il y a un effort considérable à faire pour construire cette image. Et c'est un problème de professionnels à la limite. Il faut mettre les moyens pour le faire. Deuxièmement, moi je voudrais vous dire une chose. On a une opportunité extraordinaire dans notre région Centre-Val-de-Loire. Et je crois qu'on est tous d'accord. Il y a une qualité de vie, une nature, un patrimoine qui sont absolument extraordinaires. On est fiers, et moi je voudrais qu'on en soit encore plus fiers de notre région. Mais vous avez dans la grande région parisienne, dans les métropoles importantes, je ne parle pas d'Orléans ou Tours, beaucoup de gens qui aujourd'hui ont envie de changer de vie. Et la période du Covid d'ailleurs a accéléré cette prise de conscience. Il y a deux régions qui sont visées en priorité, c'est la Normandie et Centre-Val-de-Loire. On est en retard sur le nombre de touristes par rapport à vos objectifs, on ne va pas en parler. On est mais d'accord, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est une région accueillante. Est-ce que je peux terminer ? Je vous en prie. Je veux dire simplement que nous avons une opportunité extraordinaire. On l'a bien vu d'ailleurs depuis un an, puisque beaucoup de gens achètent des maisons dans nos bourgs, dans nos villages, dans nos villes, d'accueillir plus de familles qui vont, grâce à l'implantation du très haut débit, à l'évolution de la 4G et un jour de la 5G, qui vont pouvoir, au fond, changer de vie, vivre à la campagne, vivre dans nos villes, dans nos bourgs, dans nos petites villes, et aller travailler, voir leurs clients à Paris en semaine. Je pense que c'est une opportunité, mais pour ça, il faut communiquer. Je voudrais dire une dernière chose. J'entendais tout à l'heure... Ensuite, nous passons à Marc Fesneau et après, on parle des transports. Antoine Denechère dire tout à l'heure, M. Forissier veut faire un grand plan de développement routier. Non, je dis simplement que le Conseil régional n'a pas mis un centime sur les routes. Mais c'est la compétence des départements. Le Conseil régional, dans son schéma d'aménagement du territoire, ce qui est... Il ne faut pas opposer la route au rail, M. Forissier. N'opposez pas la route au rail. Laissez-moi finir, vous serez certainement d'accord avec ce que je vais dire. Vous, en tout cas, peut-être pas les Verts, vos alliés qui vous bloquent là, mais vous, je pense que vous seriez d'accord. C'est un fantasme. Non, c'est une réalité. Je l'ai observé depuis 5 ans et demi. Je dis simplement que nous avons dans nos départements des problèmes routiers, de branchement d'autoroutes, d'aménagement de routes. Prenez l'Eure-et-Loire, M. Nicolic. Franchement, il faut rattraper ça. C'est incirculable à certains moments. Et je pense que le Conseil régional, dans sa mission d'aménagement du territoire, doit appuyer les départements, doit être moteur, y compris en mettant de l'argent pour qu'on règle ces problèmes de route, parce que
Eh bien, dans les agglomérations, il y a des transports en commun, mais à la campagne, on a besoin de sa voiture. Je suis un rural, j'ai besoin de ma voiture, j'ai pas de solution. Et mes concitoyens n'ont pas de solution. Marc Fesneau. Donc, soyons pragmatiques. Il ne s'agit pas de mettre des routes partout. Il s'agit simplement que la région revienne sur le terrain et fasse le boulot que nos Le concitoyens boulot des départements. attendent d'elle. La confusion entre départements et régions. La Mais c'est région pas a de la la confusion, responsabilité. la grande du rail. différence entre La vous- région a la compétence du rail. Il y a tant Mais- à faire mais si on veut le écoutez, faire. vous me parlez- La Bon, région justement, intervient sur le ça, c'est très haut vrai qu'il y a débit. beaucoup à Mais faire. faites l'inverse, monsieur La Bonneau, région, juste une- la région je peux vous a répondre. pris la responsabilité Ça, du c'est très haut vrai débit qu'il y a d'aider beaucoup les à faire. départements. Elle ne peut pas tout faire. Monsieur Sans quoi elle Bonneau. fera tout mal. Alors, Mais la il ne s'agit pas de région, tout messieurs, faire. Il s'agit, messieurs, et c'est s'il la vous grande plaît. différence entre vous et moi, c'est que moi, je serai un partenaire des départements, un partenaire des Je le collectivités. suis quand je fais le très haut débit. C'est pas ce que avec me eux. disent les présidents Bien de sûr, département. Bien sûr. C'est pas ce que me disent les Mais vous le présidents savez, de puisque département. vous êtes à la région, vous savez ce qu'on a voté pour le très haut débit pour les départements. Mais je me suis battu pour Vous le ça, savez. Vous le savez très bien. Vous le Je savez. vous ai demandé de prendre position. Vous avez Mais fini il y a- par le faire à l'automne dernier. Messieurs, Mais absolument l'un des pas. deux. S'il vous plaît, On a Monsieur engagé Bonneau. 170 millions Absolument. sur cette Monsieur affaire, Bonneau, Faurice. s'il vous plaît. Reconnaissez que On nous va avons passer par participé, Monsieur Fesneau, nous avons justement, obligé à de le propos faire. de ces Ça ne gêne transports. pas, monsieur Forissier. Comment À propos de ces transports, on évoquait la route et on évoque également le rail. Alors c'est une compétence, vous venez de le souligner, de la région. On connaît tous les fameux TER, les trains express régionaux, mais on est obligé de constater qu'il y a quand même des soucis de fonctionnement, beaucoup de retard, beaucoup d'annulations. Au quotidien, on en vit. Pour aller travailler, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué. Il y a des gens qui ne comptent que sur le train pour navetter, comme on dit. Qu'est-ce que l'on peut faire? Comment peut-on intervenir dans cette région pour essayer d'avoir un service qui, pas à la japonaise, à la seconde près, mais au moins qui fonctionne tous les jours? Parce que force est de constater que c'est un sacré bazar. Je voudrais juste dire un mot, vous savez, je suis assez rapide dans mes réponses, juste dire un mot de ce qui était le débat là sur les affaires de commerce. D'abord, monsieur Bonneau, vous avez un tout petit sujet avec la réalité. La population s'accroît dans région centre uniquement par le solde naturel et pas par la croissance migratoire. Donc on a un problème d'attractivité. Donc vous n'êtes pas d'accord sur Je le dis au l'analyse, passage. monsieur Forissier. Je- Moi, je je vous dis dis- qu'actuellement, il s'accroît parce Oui, qu'on a enfin, actuellement, beaucoup, sans doute parce que nous beaucoup sommes de en demandes. période Voilà. électorale, mais Non. on verra sur la Non, durée non, longue, non, non, pas parce qu'on est en période structurellement. électorale, parce Monsieur qu'il y a un Bonneau, mouvement. est-ce que vous acceptez juste qu'on vous confronte à Je votre préfère- réalité, à Et je votre bilan, et préfère à que vous chaque fois disiez qu'on des vous dit choses des exactes. faits, Moi, je suis ce sont d'accord les avec faits. Nicolas Forissier Ce pour sont dire qu'il y a les faits. beaucoup de gens qui viennent vers Et nous actuellement. je dis qu'on a une capacité, mais jusqu'alors, ça ne s'est pas mis à l'œuvre. Voilà. Écoutez simplement. Alors, comme je vais continuer sur la question des transports, je dis les choses aussi très simplement. La région, elle signe une convention avec la SNCF. Quand il y a des retards, il y a théoriquement des pénalités qui doivent être Elles mises sont mises en œuvre. La vérité, c'est qu'elles sont insuffisamment mises en œuvre Elles parce que sont mises en manifestement, elles ne sont pas actives pour faire en sorte que la SNCF respecte ses obligations et ses obligations d'horaire. Deuxième élément, on a des horaires et ça, c'est la responsabilité pleine et entière de la région dans sa négociation avec la SNCF. Monsieur Bonneau va me dire, c'est pas moi, c'est les autres, c'est la SNCF. Mais sur cette question de la SNCF, il faut qu'on ait des horaires. J'étais l'autre jour à Saint-Amand-Montrond, on m'expliquait que le lycée fermait plus tôt parce que l'horaire de train ne correspondait pas aux besoins des jeunes pour remonter sur Bourges. Qui est responsable de ça? Qui doit regarder ça? Il y a aussi, vous pouvez prendre l'exemple de gens qui ont essayé de regarder comment on pouvait aller de Gien à Montargis pour aller voir le médecin. On a un horaire de train, la personne y va, un horaire de bus, la personne y va, le bus ne passe pas, elle appelle le numéro, on lui explique quoi? Non, mais c'est bien. On lui explique. Je précise, c'est bien un train entre Gien et Montargis. Non, bus. Non, mais on les attend d'ailleurs. C'est un bus. Et donc, ne plaisantez pas parce qu'il y a des gens que ça fait pas rire. C'est un train entre Gien et Montargis, c'est la ligne Paris-Nevers. Et donc, elle voulait prendre le bus. Simplement, on lui a expliqué quand elle a appelé à la région qu'il fallait le réserver 48 heures à l'avance. C'est pas du service, ça, monsieur Bonneau. Mais c'est la réalité, monsieur Bonneau. C'est des gens qui le font. Ça vous gêne? Mais non, ça me gêne pas. Entendez-là. Et donc, Prenons- je pense que de ce point de prenons le vue-là, problème ça, à c'est votre ce bilan. niveau, De ce ce point de sera vue-là, plus intéressant. ce qu'il faut, c'est densifier l'offre. La région, et vous avez raison de ce point de vue-là, est de compétence en matière de transport ferroviaire, mais pas qu'en termes de transport ferroviaire. Il faut donc qu'elle densifie l'offre, y compris transport routier, sur le rail. voyageurs. Je pense à Châteauneuf-Orléans, je pense à Tourloche qui a pris beaucoup de retard, et sur les systèmes de La carré fameuse bus, il faut nationale densifier. 154. Et puis il y a la question du Chartres-Orléans, parce que c'est difficile pour les Auréliens de se sentir appartenir à la région quand on n'offre aucune solution autre qu'une nationale 154 en mauvais état et un train promis tous les 6 ans. Alors cette fois-ci, M. Bonneau a décidé de ne plus le promettre, parce qu'évidemment, à force, les promesses, au bout de 24 ans, on commence à comprendre qu'elles ne seront pas mises à l'œuvre. Et donc on a besoin de travailler sur une densification de l'offre, de faire en sorte qu'on ait de la régularité. Un bus le matin, un bus le soir, ça ne fait pas monter les gens dans le bus. Alexandre Et donc c'est Nicolic, ça ce sur quoi il faut densifier l'offre pour que les citoyens de la région Centre-Val-de-Loire aient envie de prendre le train. que proposez-vous pour les transports de votre côté? Moi, j'assume que on oublie trop souvent la route et le fait que
beaucoup de gens ne peuvent se déplacer que grâce à leur voiture pour aller travailler, pour aller se divertir, pour aller chez le médecin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on proposera pour 50 000 personnes dans un premier temps le remboursement de la moitié du prix du boîtier E85 qui va permettre aux gens de payer la moitié du prix de leur carburant actuellement. Et donc ça sera une économie de plusieurs milliers d'euros pour certains habitants de cette région. Ça coûte combien un boîtier d'ailleurs ? Un boîtier, ça coûte 900 €. D'accord. Donc, et là, vous en proposerez éventuellement Oui, c'est ce que d'autres régions. le remboursement de la moitié. Exactement. D'accord. Pour 50 000 personnes dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi supprimer la part régionale de la TICPE. Qu'est-ce que c'est ? C'est la TICPE, c'est la part, une taxe sur le carburant Taxe classique. sur les carburants. Exactement, pour réduire le prix des carburants. On a beaucoup parlé à l'époque des Gilets jaunes. On a une vision globale sur le transport de demain, et moi je soutiens l'hydrogène aussi, mais avec une certaine cohérence. C'est pour ça que dans le même temps, je soutiens le nucléaire, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'hydrogène sans nucléaire. Et donc, on a une vision sur le long terme, sur comment on va faire en sorte de pouvoir avoir des trains, par exemple, à hydrogène qui coûteront au niveau du rail moins cher et qui vont pouvoir desservir beaucoup plus de zones sur notre région. Et ensuite, il y a sur le transport public des cars ou des minibus qui ne sont pas encore assez exploités et qui peuvent pallier le manque parfois. Ce sont les bus Rémi, par exemple Les bus Rémi, bien sûr, et qui peuvent pallier. Je pense que ça peut être une vraie solution parce qu'il y a une flexibilité qui est supérieure par rapport au rail. Je ne dis pas dans le même temps qu'on va supprimer évidemment des lignes ou des gares. C'est absolument pas notre intention et on ne supprimera pas des lignes de train. Mais on considère, nous, par contre, que sur des grands projets liés au rail, ça doit être une mission régalienne de l'État et ça doit être un service public fourni par l'État. Et donc, ces lignes, qui ne sont pas évidemment rentables pour la plupart, doivent être maintenues par l'État français. Alors justement, François Bonneau, ces bus Rémi qu'on voit partout d'ailleurs, hein, le réseau est très efficace. Merci de le dire. Non, c'est vrai, dans les campagnes, ça sert à beaucoup d'habitants. En revanche, ce sont en pleine transition écologique, ce sont des bus qui roulent au gasoil. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre au vert ? Tout d'abord sur un sujet qui est un domaine vraiment central pour la responsabilité de la région. Je veux dire que la situation que nous connaissons, je parlerai de la route et je parlerai du rail, que nous connaissons pour le rail aujourd'hui, est la conséquence du tout TGV pendant 30-40 ans. Et pendant 30-40 ans, il n'y a pas eu de décision au niveau national. Sur le réseau c'est bien secondaire. Une responsabilité. Pas que secondaire. Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, c'est pas secondaire. C'est un axe principal. Paris, Nevers, c'est pas secondaire. Quel est le gouvernement Et sur les petites lignes. Tous les gouvernements qui sont succédés ont misé sur le TGV et ont laissé de côté les lignes du quotidien. Alors la réponse qui a été donnée par le gouvernement auquel appartient M. Fesneau, c'est sur les petites lignes qui étaient désastreuses, il faut les fermer si les régions ne le refont pas. C'était exactement la proposition, 5 lignes fermées dans notre région. Je l'ai refusé et je le refuserai. Je l'ai refusé en demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités, d'apporter 50% de la remise à niveau. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai obtenu et la région engage 50%. Parce que c'est en mauvais état. Parce qu'au lieu de rouler à 100 à l'heure, le train roule à 40 à l'heure, puisque les voies ne peuvent plus supporter. Donc ça, c'est premier élément, remettre notre... C'est dans un tel état. C'est désastreux. Les lignes qui sont Tour-Loche, Tour-Chinon, Dourdan-la-Membrole, etc., sont dans une situation de grande précarité. Combien d'années Et vous, monsieur Forissier, moi, je reconnais. vous assumez Moi, je l'assume. J'ai dit tous les gouvernements. Vous l'assumez aussi. C'est nous qui mettons l'argent dans ces Non, projets, vous les fermez. Non, mais Monsieur Fesneau les ferme. C'est nous qui... Moi, j'ai une ambition. Vous venez de dire qu'on mettait l'argent, monsieur Bonneau, soyez cohérent. Deuxième élément, ça va encore les agacer, mais je vais dire une vérité ici. Ça ne nous agace pas. La seule région qui soit engagée pour le fret ferroviaire, parce que j'y crois très fort, c'est la région Centre-Val de Loire. J'ai monté un partenariat avec l'État, avec les chargeurs, et on a aujourd'hui 5 lignes qui sont refaites, il y en a 11 à refaire, et nous allons poursuivre. Sur la route, maintenant. Il est évident qu'il faut ce que nous mettons en œuvre, et Rémi, à cet égard, est une bonne solution, il faut que nous ayons un système qui fonctionne bien. Mais il faut être plus capillaire que cela. Parce que la demande de nos concitoyens, elle est dans la ruralité. On ne répondra pas avec des 52 places partout dans la ruralité. C'est pourquoi je propose des nouvelles mobilités rurales avec des choses très innovantes. On a parlé d'innovation avec des choses très innovantes. Des flottes de voitures en partage, par exemple. Des garages solidaires pour remettre à niveau des véhicules qui pourront être prêtés pendant 6 mois à un jeune qui a trouvé un job, etc. Il faut absolument le faire. Et quand est-ce qu'on verdit tous ces moyens de transport ? Et puis la rénovation, eh bien, nous avons engagé un plan sur les cars Rémi qui circulent et que vous voyez. Nous avons engagé un plan. C'est Philippe Fournier, non pas Charles, mais Philippe Fournier qui s'occupe de ça. Nous avons engagé un plan. À chaque fois que nous renouvelons nos contrats, nos conventions avec les concessionnaires, on met l'obligation de passer la flotte
à des énergies qui sont des énergies autres que le gasoil, parce que ça, c'est totalement... Et puis, il y a le troisième élément, je ne voudrais pas le passer sous silence, parce que ceux qui nous écoutent y tiennent vraiment. Il faut aussi que nous pensions que la mobilité, elle n'est pas la même pour tous, selon la situation matérielle. Et c'est la raison pour laquelle, pour les jeunes, je propose 18-25 sur l'ensemble des 18-25 ans sur l'ensemble des transports, la gratuité. Ce sera une position extrêmement innovante, mais il faut le faire. Les jeunes sont précaires, qu'ils soient jeunes travailleurs, Pourquoi qu'ils vous ne soient l'avez pas étudiants, fait etc. jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé, oui, seule région qui a mis en place le transport scolaire gratuit. Alors, on a évoqué la route. Sur la base de ce qu'avait fait le département de l'Indre. Un département l'avait, les autres ne l'avaient pas. Il y avait des départements pour lesquels ça coûtait 270 € à une famille. Mais Monsieur Bonneau, pour bénéficier de la gratuité, il Alors- faut juste avoir le moyen de transport. Sinon, c'est du vide ce que vous Mais racontez. on parle des transports scolaires. Non, je parle de ce que vous venez de dire dans votre proposition. Et moi, un je voudrais jeune, juste dire- un jeune Ce sera l'O- vrai, Monsieur Fesneau, ce sera vrai pour le car, ce sera vrai pour le train. Mais il faut qu'ils Pour aient le du car et pour cadencement le et de la train. densité, Et il y a- sinon pour on le parle car dans les et pour le vides. train. L'important, c'est qu'à la fin Et puis, du je voudrais- mandat, ce qui est- il y ait plus Juste de parce qu'on jeunes, est à de Orléans, personnes. juste un point, si vous me le permettez. Rapidement, il Vous m'avez- reste juste- seulement Je 2 veux un minutes de titre. débat. Je veux, Rapidement. je veux mettre en place, dans la discussion avec la région Île-de-France, un titre unique de transport qu'on appellera le Navilico. On avait le Mobilico Bah, il est pour la temps. région Centre, le Navigo pour Paris, et bien le Navilico qui permettra d'avoir un titre unique. C'est la vertu des campagnes moi, je voudrais- électorales. Monsieur Bonneau, Voilà. il Mais tient tout ses ça, engagements. Il n'y a pas de proposition Mais de votre Monsieur Bonneau, côté, vous et dès annoncez qu'on à avance chaque quelque fois chose, ça vous agace. Toutes sortes de choses. Moi, je voudrais juste rajouter 2 points qui me paraissent extrêmement importants. D'abord, sur les transports scolaires. On va changer les choses, Monsieur Bonneau. On va plus appliquer les règlements d'en haut. On va le faire d'en bas. Moi, j'ai des dizaines de dossiers, Mais vous pas savez- simplement dans mon département, mais aussi dans les autres départements, où on voit bien que les transports scolaires se préoccupent d'appliquer les règlements, mais pas de Mais régler vous savez les qu'ils sont problèmes organisés des par le terrain, personnes. monsieur Non, Forestier, Monsieur Bonneau, aujourd'hui, par c'est le pas terrain, comme ça que ça se parce passe. qu'on appelle Je vous ai les interpellé autorités à de multiples organisatrices numéro reprises 2. là-dessus. Pas du On a tout. d'ailleurs eu des Pas du réponses tout. Les gens sont souvent. très Pas dans le satisfaits de la réel, monsieur gratuité Bonneau. et de la qualité des Accepter transports. que tout ne se passe pas merveilleusement. J'y suis Je très dis attentif. Il faut travailler J'y sur suis cette très question. Manifestement Ça pas. changera avec moi. Deuxièmement, il y a un sujet extrêmement important, c'est la mobilité des gens qui travaillent. C'est pour ça que la question de la route est importante. Et moi, je considère que nous devons mettre en place, nous le ferons, un ticket carburant pour permettre aux gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, notamment dans le monde rural, d'être compensés parce qu'eux, ils n'ont pas de transport collectif, y compris avec des J'aimerais horaires vous qui poser collent. une question Et sur je matière pense de aussi que transport. pour les jeunes, il faut aller beaucoup plus loin parce que En matière de le transport, pass oui, déjà. multimodal Nous avons- pour les jeunes que je veux mettre Monsieur en œuvre, Forissier, s'il vous c'est plaît. jusqu'à 30 ans parce qu'il y a aussi les jeunes qui s'installent dans les Merci, transports Monsieur Et Forissier. qui ne sera pas gratuit. Nous avons parlé de la route, nous avons parlé du rail. J'aimerais qu'on parle des airs un petit peu parce que je sais que vous avez des avis différents là-dessus. On a des aéroports dans la région qui font du fret, comme à Châteauroux, de l'aviation d'affaires. Ça, on ne sait pas si ça va bien continuer encore à cause ou grâce, je ne sais pas, aux visioconférences. Et puis on a du tourisme également, comme à Tours, avec une compagnie low cost, c'est Ryanair, qui est subventionné pour atterrir et décoller. Il n'y a pas vraiment de rentabilité. Il y a une jauge de voyageurs qui est jugée assez peu élevée. Qu'est-ce que l'on fait? On continue ou on arrête avec ce genre d'aéroport? Est-ce bien utile? Moi Oui, monsieur mais, Nicoletti. mais bien sûr que nous, contrairement à certains alliés de M. Bonneau, nous ne sommes pas contre l'avion. Évidemment, nous considérons que ça doit être une source pour attirer des touristes et pour développer notre territoire. Châteauroux marche très bien sur un certain secteur, notamment fret. on l'a vu Et la pendant la maintenance. Covid sur la maintenance des avions et le stockage d'avions. Tours est à proximité des châteaux de la Loire et donc c'est évidemment intéressant pour faire venir des touristes. Il faut travailler sur cette question pour en tout cas avoir une vraie politique aéroportuaire. Effectivement, on sait qu'en plus les deux grands aéroports de la région parisienne sont aujourd'hui un petit peu obstrués et donc on a une possibilité d'accueillir d'autres voyageurs et il ne faut pas en avoir peur, au contraire, vous savez, l'aviation, ça fait partie de la grandeur de la France. La France a été pionnière en matière d'aviation, il ne faut pas en avoir honte et il faut continuer. C'est ça Alors, aussi le progrès. D'ailleurs, qui- petit qui clin d'œil, veut répondre? petit clin d'œil au Je moment où voudrais on parle, Je vais. nous avons un avion avec une On a bien banderole vu qui votre s'y- banderole, effectivement. Je voudrais juste répondre parce que Rapidement, parce qu'il reste quelques minutes avant de clore ce débat. Très rapidement, Monsieur s'il vous plaît, Nicoli, soyez je reprends
J'en suis très content. Ce que je dis depuis des années, et pas simplement depuis des mois, je pense qu'il faut qu'on construise... Je ne vous ai pas interrompu. Vous savez qu'on peut être autonome d'idées, monsieur Forissier. Non, mais écoutez, vous faites ça à chacun d'entre nous. Je le dis à chaque débat. Donc on est content de partager avec l'idée qu'on avait toutes été vos idées. Mais je dis vous devriez être tête de liste unique, monsieur. Je suis heureux de l'entendre. Et ça fait des années, y compris dans l'hémicycle régional, que je demande qu'on construise une stratégie aéroportuaire. Rapidement, s'il vous plaît, soyez bref. Très rapidement. Châteauroux, Châteaudun, et toutes les trois sont connectés par le rail, notamment à la capitale parisienne. En face, vous avez une saturation d'Orly et de Roissy, et nous avons un potentiel, sans artificialiser de terre supplémentaire, de récupérer une partie du trafic ou certaines compagnies. Ce ne sera pas des Orly à Tours et à Châteauroux, mais ça veut dire que derrière, il y a de l'attractivité, il y a de l'emploi, il y a du service pour la population. C'est une vraie stratégie que nous devons mettre en œuvre. Je le ferai. C'est la fin de ce débat. Déjà, il ne nous reste plus que quelques minutes pour conclure. Vous avez maintenant chacun 60 secondes pour convaincre nos téléspectateurs. Vous connaissez désormais les règles du jeu. Pour ce dernier tour de table, on reprend l'ordre désigné par le hasard. C'est donc à vous, Nicolas Forissier, de commencer. Vous avez 1 minute. Écoutez, moi j'ai été placé en 3e position, contrairement à tous les pronostics le soir du premier tour. Nous sommes dans une dynamique. Il n'y a pas eu de fusion parce que je tiens ma parole, parce que je fais en sorte d'être intègre et loyal. J'avais dit que je ne ferais pas de fusion, il n'y en a pas, et je pense que c'est nécessaire d'être dans la clarté quand on est un responsable politique. Nous avons aujourd'hui une liste qui est profondément ancrée dans les territoires, qui est la seule à même de pouvoir faire barrage aux extrémismes, et en particulier à l'extrémisme de gauche avec lequel M. Bonneau a fait une alliance. Il sera contraint par la France Insoumise de M. Mélenchon, par le Parti communiste, par les Verts qui sont de l'extrême gauche dans notre région, durant tout son mandat. Il ne faut pas que nous laissions cela faire. Il faut donc se rassembler sur les listes de bon sens, de territoires, qui sont les seuls à même de faire barrage, c'est-à-dire la droite, le centre, tous les indépendants et toutes les énergies qui veulent que l'on fasse repartir cette région et que l'on prépare l'avenir de nos enfants avec confiance. Je vous le dis avec cœur et conviction. C'est au tour maintenant de François Bonneau. Vous avez 1 minute. Les électeurs ont placé la liste que je conduis en première position. Ils valident de manière très positive le bilan qui a été celui du mandat qui se termine à plus de 63%. Ça crée une responsabilité pour moi de faire en sorte que la liste élargie, parce que je pense que rassembler en restant seul, ça n'est pas la solution, la liste élargie que je conduis, notamment avec la liste qui était pilotée par Charles Fournier, puisse être le rempart contre l'extrême droite. Je le dis très clairement à nos concitoyens, il faut dimanche qu'ils aillent voter, qu'il n'y ait aucune chance, aucune possibilité que l'extrême droite puisse avoir une responsabilité quelconque dans cette région. Le deuxième élément, c'est une ambition totale que je porte, parce que nous sommes dans un moment où il faut accélérer, nous avons des mutations environnementales, nous avons des mutations sociales, il faut accélérer, nous allons le faire pour la culture, nous allons le faire pour la jeunesse, nous allons le faire pour l'emploi, nous allons le faire pour l'éducation. C'est donc un mandat qui s'ouvre, dans lequel je m'engage à 100%. Voilà, c'est terminé. Déterminant. Vous avez eu vos 60 secondes. C'est à présent à vous, Marc Fesneau, vous avez 1 minute pour convaincre. Je voudrais dire 3 choses. D'abord, remercier les électeurs qui sont portés sur ma liste au premier tour, et les remercier de la confiance que j'espère ils me renouvelleront au soir du second tour. Parce que c'est la liste que je conduis est une liste de rassemblement de différents horizons. C'est une liste de modérés, de centristes, de gens qui viennent d'horizons différents mais qui ont décidé de se mettre au service du même projet. Et puis je voudrais avoir un message pour les 1,3 million de citoyens de la région centre qui n'ont pas fait le choix de voter dimanche dernier. 1,3 million de citoyens qui ont dans leurs mains la clé de ce scrutin. J'ai fait 100 000 voix, François Bonnet a fait 141 000 voix. 1,3 million de citoyens peuvent décider de changer le sort de cette région. Je porte un projet qui vise à améliorer le quotidien de chacune et chacun d'entre vous, d'améliorer le quotidien des jeunes, des moins jeunes, des salariés, de faire en sorte qu'on soit fier d'une région en termes de mobilité, de tourisme, de développement économique. Et c'est ça le projet que je porte. Et donc je lance un appel à toutes celles et ceux pour que dimanche prochain, ils puissent avoir les clés et dimanche prochain, ils puissent offrir à cette région un avenir qui soit meilleur. Voilà pour M. Fesneau, et on termine avec Aleksandar Nikolic. Vous avez à votre tour 60 secondes pour tenter de convaincre les électeurs. En nous plaçant juste derrière la liste de M. Bonneau, comme principale force d'opposition à M. Bonneau et à sa liste rassemblée aujourd'hui autour du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, qui peuvent vraiment nous
faire décliner notre région. Nous représentons un espoir, cet espoir que nous incarnons avec un projet complet, encore une fois, qui va pouvoir relancer notre région. Vous savez que notre région est celle qui est la moins attractive de France, selon un sondage Data Emploi et Territoire. C'est celle qui connaît le plus grand désert médical, ou même qui essayait de vous soigner, vous le savez bien, à proximité. Et je peux vous garantir que nous améliorerons les choses sur tous ces sujets. Nous vous réconcilierons avec la politique. Nous vous montrerons que ça sert à quelque chose de voter, comme on le fait dans toutes les communes que nous dirigeons. Et j'espère que nos électeurs, ceux qui votent Marine Le Pen, les électeurs qui ont voté même M. Forici au premier tour, se mobiliseront pour notre liste, parce que nous sommes le seul vote utile pour empêcher ça, et nous travaillerons également, je l'espère, voilà, avec M. Forici. C'est terminé. Merci Aleksandar Nikolic, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour tout savoir de l'actualité liée aux élections, le QR code de notre site internet s'affiche. Et si l'envie vous prend de revoir ce débat, le replay est aussi sur notre site internet. Le débat sera également retransmis sur France Info TV à 22h. Notez bien cet horaire. Toute la rédaction de France 3 Centre Val-de-Loire se mobilise aussi pour la soirée électorale dès 19h55 dimanche. Dans un instant, le journal Flavien Texier. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée.